beaucoup, merci aux organisateurs pour nous faire l'honneur de m'inviter à cette journée. Alors je vais reprendre un petit peu quelques messages, enfin peut-être me présenter avant. Donc, je suis Alexandre Nominet, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine, à l'École des mines de Nancy, et également chercheur à l'Institut Rameau. Je suis aussi chercheur en Slovénie à l'Institut Jožef Stefan de Ljubljana. Donc je vais aller très vite parce que c'est des choses que vous avez déjà vues avec Olivier Vidal. On va avoir besoin d'énormément de matériaux et d'une grande diversité de matériaux pour accomplir la transition énergétique, mais également la transition digitale. Et donc on entre vraiment dans l'ère des métaux, et je pense qu'Olivier Vidal a dû vraiment insister sur ce point-là. Les métaux ne sont pas une ressource renouvelable, en tout cas pas à l'échelle de temps d'un être humain, et elles le sont d'ailleurs, si on faisait une échelle de temps, elles le sont encore moins que le pétrole, puisque le pétrole se fait en quelques millions d'années, et les métaux c'est beaucoup plus dans des conditions beaucoup plus extrêmes. Alors, à quel risque on s'expose quand on va aller chercher des nouveaux matériaux? Déjà, c'est leur abondance, c'est leur impact environnemental. Extraire des matériaux, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de matériaux, plus de 50%, sont principalement extraits comme des sous-produits d'autres matériaux. Et donc, la question, c'est non pas comme elle a été posée par Olivier Vidal, qui est géologue, mais moi je suis ingénieur matériaux. Qu'est-ce que ça a comme implication pour nous, ingénieurs matériaux? Alors, peut-être, je vais avant tout reprendre un petit peu les concepts. L'abondance, alors là, je mets cette figure qui vient d'une source très fiable, ça vient de Wikipédia, grande fiabilité de la source. Néanmoins, c'est plus pour donner un petit peu quelques éléments de contexte. On voit qu'on peut avoir entre 6 et 12 ordres de grandeur de différence dans l'abondance des matériaux dans la croûte terrestre. Cela dit, abondance dans la croûte terrestre ne veut pas dire facilité d'extraction, puisqu'on voit bien les terres rares sont bien plus abondantes que certains matériaux tels que l'argent, par exemple, mais en réalité, elles sont appelées rares parce qu'elles ne se concentrent pas dans la croûte terrestre, ce qui rend leur extraction beaucoup plus difficile. D'accord? Donc c'est quand même un point à prendre en compte par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Il faut aussi avoir en tête que tout à l'heure, Yves Bréchet parlait de l'impact CO2 du ciment, du verre et des aciers qui sont de l'ordre du kilo par kilo, du kilo de CO2 par kilo. Dans le cas des métaux, on peut monter à la tonne par kilo si on parle, par exemple, de l'or ou du platine. J'ai toujours tendance à dire à mes étudiants que dans leur shot de vodka ou de quelconque boisson qu'ils souhaitent, qui fait 5 centilitres, on aurait 1 kg de platine, et qu'ici ils arrivent à substituer ça, ils pourraient avoir un gain de 65 tonnes de CO2, ce qui est à peu près suffisant pour faire 10 fois le tour de la Terre en avion ou en voiture. C'est en tout cas un impact carbone à peu près similaire au kilomètre, juste qu'on fait moins de kilomètres en voiture qu'en avion. Donc il y a vraiment il y a plusieurs ordres de grandeur, hein, d'accord, il y en a 4, entre eux. Les métaux qui ont une relativement faible empreinte carbone, par exemple le fer, mais qui produit massivement, son impact total est important, et d'autres métaux plus précieux, plus rares, qui eux vont avoir un impact carbone massif qui est gigantesque. D'accord? Donc juste, ça c'est un exercice que j'ai donné la semaine dernière à mes étudiants. Je leur ai dit, si j'ai une bouteille d'eau, alors ils avaient le droit de choisir une bouteille de 0,5 litres, 1 litre, 2 litres, quelle est la quantité de roche que je vais devoir extraire si je veux remplir cette bouteille d'eau d'or, si j'avais 1 million d'euros. Et là, c'est à peu près le volume d'une piscine olympique. Juste pour donner des ordres de grandeur, voilà. Une bouteille d'eau d'or nécessite de casser une piscine olympique de roche. Donc c'est quand même nécessairement quelque chose qui va être intensif en énergie et en impact environnemental. Enfin, j'avais parlé des sous-produits. Donc là, vous avez les métaux qui sont principalement extraits comme des sous-produits, qui sont en rouge, et puis en bleu, ceux qui sont plutôt des matériaux qu'on va extraire, on va dire, pour eux-mêmes. Alors ça va poser un petit problème, les sous-produits. Là, ici, vous avez un exemple. Par exemple, on extrait 20 millions de tonnes de cuivre, dont on arrive à sortir à peu près 290 000 tonnes de molybdène. Et à l'intérieur de ce molybdène, on va aller chercher 45 tonnes de rhénium. 45 tonnes de rhénium, c'est 2 mètres cubes. C'est-à-dire que la production mondiale de rhénium, elle tiendrait à peu près de là à la table. À peu près. Elle rentrerait largement dans cette pièce. Donc ça veut dire que demain, pour une raison X ou Y, vous avez besoin de 2 fois plus de rhénium, vous n'allez pas sortir 20 millions de tonnes de plus. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire.
Donc du coup, c'est quand même un réel problème, vous n'avez pas d'élasticité sur la demande, vous devez faire avec ce qu'on a. Donc tant que la demande est inférieure à l'offre, c'est pas très grave, mais si la demande venait à augmenter massivement, ça va être un problème. Alors là aussi, on n'aime pas les problèmes non linéaires en général, on n'aime pas les comprendre, et ça c'est la courbe qui montre l'évolution du prix du CO2 ou du CAPEX, donc de l'investissement nécessaire, en fonction de la demande dans un sous-produit. Donc au début, tout se passe bien. Vous extrayez du cuivre, et avec ce cuivre, vous avez du molybdène, et puis avec ce molybdène, vous avez du rhénium. Vous pourrez parler du gallium qui vient de l'aluminium, vous pourrez parler du ruthénium qui vient du platine. Et tout se passe bien. De toute façon, il y en a, parce qu'on produit du platine, donc il y a du ruthénium. À ce moment-là, tout se passe bien. Mais si vous dépassez ce point-là, alors vous allez devoir extraire ce gallium pour lui-même. Et là, tout à coup, l'empreinte CO2, elle va exploser. Et puis surtout, vous avez, à mon avis, plus de chances d'avoir une pénurie. Et je pense que les industriels ont compris ce problème-là bien avant nous, les scientifiques. Je ne sais pas, mais en tout cas, une pénurie, c'est beaucoup plus cher qu'une augmentation de prix. On se mettrait par terre pour acheter 3 fois plus cher plutôt que d'avoir une pénurie. Une pénurie, ça coûte énormément cher. On parle d'arrêt de hauts fourneaux ou arrêt de chaîne de production de voitures, etc. Donc c'est quelque chose que nous, on va dire, ingénieurs matériaux, qui devons designer ces nouveaux éléments, on doit prendre ça en compte, et en tout cas on doit aussi prendre en compte la demande visée, c'est ce que je vais aborder, le volume, on va dire, de la demande visée par rapport aux produits qu'on utilise. En tout cas, il y a une grande mode dans la science des matériaux, d'étudier tout et n'importe quoi pour avoir le matériau le plus performant. Peut-être, en tout cas j'espère, que c'est quelque chose qui va changer. Mais il y a quand même, en tout cas, je disais tout à l'heure sur les sous-produits, si jamais vous voulez quand même en avoir et que vous êtes prêt à y mettre le prix et que vous êtes prêt à investir, ça va vous coûter cher. Donc il va falloir investir dans de la mine, dans de l'extraction primaire. Et les investissements miniers sont au plus bas. On n'a jamais eu autant besoin de matériaux que dans toute l'histoire de l'humanité. On va avoir besoin d'extraire autant de cuivre dans les 30 ans à venir que dans toute l'ère humaine. Et pourtant, on investit, on n'a jamais aussi peu investi, et quand on investit, une bonne partie est absorbée par l'or, qui n'a pas un intérêt industriel, on va dire, fondamental par rapport à ce que pourrait avoir le cobalt, le nickel ou d'autres métaux. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent qu'il n'y a pas toujours une logique entre l'économie, entre les investissements et la volonté politique ou la volonté scientifique. Donc c'est des choses qu'il faut garder en tête. Alors, là, c'est quand même quelques éléments pour vous qui j'espère sont un petit peu marquants. L'industrie automobile a manqué de silicium. Un des éléments quand même, si on parle juste d'un point de vue d'abondance dans la croûte terrestre, voilà, encore une fois, attention, c'est pas nécessairement la disponibilité pour extraire, mais en tout cas, le silicium, on ne peut pas dire que c'est un matériau qui, d'un point de vue purement géologique, est rare. Et pourtant, il a manqué des petites puces pour les... en tout cas, l'atome de silicium, voilà, mais il a manqué les petites puces, et ça a coûté à peu près 110 millions de véhicules en non-chiffre d'affaires. Vous me dites à peu près 10 000 euros, ça vous fait des chiffres absolument pharaoniques. Alors ça, c'est une réalité économique. C'est parce qu'il y a eu un léger décalage dans le redémarrage des usines de production de silicium, le transport maritime et les chaînes de production de voitures. Il y a un léger décalage. La chaîne de l'approvisionnement n'a pas tout à fait été synchrone avec le redémarrage des chaînes automobiles, et ça a généré une pénurie. Ça, on peut se dire, bon, en anticipant, c'est de l'économie, on sera fermé la prochaine fois. Par contre, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus embêtant, c'est dans le domaine de l'hydrogène. Dans l'hydrogène, vous voyez, on envisage d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros dans l'hydrogène. On aimerait bien qu'il soit vert, et une partie de cet hydrogène vert devra être fait par des voies électrolytiques. Pas tout, mais une partie. Et ça nécessite des catalyseurs pour rendre le process plus efficace d'un point de vue énergétique. Et les catalyseurs aujourd'hui qu'on utilise, c'est du platine, et c'est de l'iridium, qui est un sous-produit du platine. On produit aujourd'hui 8 tonnes d'iridium par an. Encore une fois, là, on est moins du mètre cube. C'est la volume de cette table-là, à peu près. Et il va nous en manquer 5 d'ici 20 à 30 ans. C'est la même chose dans le cadre du platine.
Vous avez ici, même si ici vous avez la demande en platine en fonction des différents marchés. Donc vous voyez qu'effectivement la fin du taux catalytique du moteur, la fin du moteur thermique va générer une baisse de la consommation du pot catalytique, mais aussi une augmentation ici en vert des catalyseurs pour le marché de l'électrolyse et donc de l'hydrogène. En fait tout ça ne va pas se compenser. En tout cas pas à court terme, et regardez à court terme, ici vous avez ce qu'on prévoit de manquer, il est prévu qu'on manque de 20 tonnes de platine dans 2 ans, on en produit 200, 10%, 60 tonnes en 2030, 100 tonnes en 2040. Donc c'est énorme, on va vraiment manquer de platine. Et si vous regardez ici, vous avez une baisse de la production par extraction, et même si vous prenez en compte le recyclage, le compte n'y est pas. Donc ici, c'est quelques éléments sur d'autres, quelques chiffres un petit peu. Hein. C'est une étude qui a été faite par l'Université de Leuven pour Eurométaux. On prévoit une augmentation de la demande en lithium d'un facteur 21, d'un facteur 4 pour le dysprosium qui est utilisé dans les aimants permanents, et du cobalt qui est utilisé un peu dans les aimants, mais aussi dans le cobalt par exemple, mais aussi beaucoup dans les batteries. D'accord? Donc on a une équation matériaux qui est extrêmement complexe. Et quand je fais cours, donc aujourd'hui il y a quelques petits arguments provocateurs, parce que je fais cours aussi à mes étudiants qui ont 20 ans, mais qui ont plein de bonnes idées, c'est très bien. Ils sont parfois à Sciences Po, qui ont aussi des bonnes idées, parfois plus discutables. Donc j'ai repris un petit peu les arguments que j'entends souvent, c'est pas forcément mon point de vue, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? La décroissance. Ça j'entends tout le temps. Alors, moi je ne suis pas économiste. Je ne connais pas déjà ce que veut dire tout à fait le terme de la décroissance en soi. Moi, je regarde les chiffres. Et qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, d'un point de vue sociétal pour faire baisser l'empreinte, les émissions de CO2? Bon, dissoudre l'Union soviétique, on ne va peut-être pas pouvoir le faire. Avoir une crise financière qui nous a fait baisser de 1,2% la consommation, les émissions de CO2, ou une pandémie qui a fait un score de 5%, puis c'est reparti à l'os. Et puis donc ça, voilà, il faut se dire, faire vraiment baisser fortement juste par les comportements, c'est quelque chose qui a l'avantage d'être activable rapidement. Ça s'est fait tout de suite. Mais est-ce qu'on tient dans la durée? Ça, c'est une autre question. Et il y a quand même un vrai risque de troubles sociaux liés à ça. Si on coupe trop vite, c'est quand même vraiment... On se rappelle des effets de la crise de 2008, on se rappelle des effets de la pandémie de Covid-21. Et puis, je dis souvent à mes étudiants, j'ai la chance d'être aussi en charge des relations internationales de l'école des mines, c'est une vision très occidentale. Il faut quand même garder ça en tête. Elle est occidentale, peut-être d'un point de vue politique, et puis aussi pour une réalité industrielle. Vous voyez que vous n'avez pas de baisse des émissions de CO2 pendant le Covid en Chine ou en Inde. Alors que vous avez une baisse continue au niveau de l'Union européenne et au niveau des USA, mais en fait qui datait déjà d'avant le Covid. Donc du coup, cette question de la décroissance, on la pose à chaque fois que je fais ce cours-là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des slides. À mon avis, c'est un levier, c'est intéressant d'arrêter de consommer de manière idiote, ça c'est vrai, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aussi faire pour baisser cette consommation, mais il ne faut pas se dire que c'est le seul et unique levier pour la baisse des émissions de CO2. Alors la deuxième chose qu'on me dit, et qui est fort juste, on parle souvent du recyclage. Alors là, je pense qu'Olivier Vidal en a parlé. Voilà, le recyclage, on se dit, on investit en début de chaîne, on va émettre du CO2 pour explorer, extraire, etc. Et puis une fois que ça va rentrer dans le cycle de l'économie circulaire, tout va bien se passer, on n'aura plus besoin de tout ça. Ça va s'enlever, c'est là où le CO2 est. Bon, c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'Olivier Vidal vous en a fait la démonstration. Cependant, il y a quand même un réel intérêt à recycler. Enfin, les chiffres sont là. On peut faire baisser d'un facteur 3 à 6 l'impact carbone en recyclant des métaux abondants, le fer, la lune, le cuivre, on est dans ces ordres de grandeur-là. Puis on peut être de 10 à 50 sur les métaux précieux. Donc l'or, on peut passer de 50 tonnes de CO2 au kilo, 50 tonnes au kilo d'or. Hein, on peut passer à 1 tonne. Voilà. Donc c'est quand même, il y a un effet. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des sous-produits, le recyclage exacerbe le problème des sous-produits.
Puisqu'une fois que vous avez sorti le gallium qui était dans votre aluminium, ben, il n'est plus dans l'aluminium. Quand vous recyclez l'aluminium, il n'y a plus de gallium. Donc si vous voulez, ça peut être aussi un effet induit du recyclage des matériaux abondants qu'il faut faire, puisqu'il y a quand même un effet sur le CO2, clairement, donc il faut le faire. Mais il y a un effet secondaire à prévoir qui est un risque amplifié de pénurie sur les sous-produits. Et de manière assez ironique, en fait, les matériaux qui sont des sous-produits, on ne les recycle pas. Ils sont moins recyclés que les matériaux abondants. Et même, en fait, vous voyez ici, par exemple, on parle du gallium. Le gallium n'est pas recyclé. Pourtant, il n'y a pas de mine de gallium. Et on veut augmenter le taux de recyclage de l'aluminium. C'est pareil pour les terres rares. Et en réalité, il y a ce graphe que je trouve très intéressant. Ici, dans l'axe des X, vous avez l'indice de Erfindalishman Index qui représente, on va dire, la diversité de vos approvisionnements. Plus c'est élevé, plus vous êtes dans une situation de monopole, et plus vous êtes bas, plus ça veut dire que vous avez beaucoup de producteurs qui se partagent des parts relativement égales et faibles, on va dire, de la production. Ici, vous avez le niveau de compagnonnalité, c'est-à-dire à quel point le métal n'est pas extrait pour lui-même, mais extrait comme, on va dire, un compagnon d'un autre métal. Donc vous pourrez s'attendre que les taux de recyclage qui ici sont en couleur, on ne voit pas, malheureusement. Alors bleu, ça veut dire que c'est bien recyclé, on le voit sur mon écran, mais on ne le voit pas ici. Bleu, ça veut dire que c'est bien recyclé, rouge, ça veut dire que c'est pas recyclé. Et donc ce qu'on voit, on voit que finalement, là où on a beaucoup, on va dire, de diversité d'approvisionnement et des métaux primaires, et que ce sont des métaux primaires, on les recycle beaucoup. Puis par contre, cette zone-là qui est ultra critique, eh ben, on ne recycle pas. Donc il y a quand même des aberrations dans le domaine du recyclage, de se dire que des matériaux qui sont ultra critiques, on ne les recycle pas. Et c'est là où vous dites qu'est-ce que ça veut dire critique, qu'est-ce que ça veut dire stratégique, est-ce qu'on est capable d'avoir une fonction d'échange, on va dire, une constante d'échange pour dire comment ça peut être intéressant économiquement. C'est-à-dire on va investir sur ça à perte, parce qu'on veut recycler, on veut s'acheter une indépendance. Ça, c'est quand même une vraie question qui va au-delà de la question scientifique. Donc, ici, hein, je le rappelle, ici on voit bien, et dans le cas du platine, hein, on voit bien, le recyclage ne va pas compenser, avec ces prévisions-là, il ne va pas compenser la baisse, l'augmentation de la demande et la baisse progressive des rendements miniers. Donc aujourd'hui, voilà, pas de solution. Donc la question est, et j'en viens maintenant au cœur de mon exposé, on peut substituer. Est-ce qu'on peut substituer du métal? Alors là, je vais faire les contraintes, encore une fois, là je vais être encore provocateur, surtout sur le tout dernier point. Je vais faire un peu la liste de doléances qui me vient quand je fais ce genre de présentation. Alors on veut forcément, bon, ça c'est assez logique, on veut avoir des produits verts qui émettent moins de CO2 à la fabrication que ce qu'ils vont faire, qui émettent moins de CO2 que ce qu'ils vont faire gagner, ça c'est assez logique. Bon, il faut que ce soit pas trop cher, il faut que ça marche encore mieux qu'avant, il faut que les matériaux soient abondants, il faut que ce soit produit dans des pays sympas, et puis il ne faudrait quand même pas que ça utilise du charbon et du gaz, si possible de l'hydrogène, surtout pas de nucléaire, parce que c'est pas bien. Donc bon, en fait la solution à ce problème c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il faut prendre en compte toutes les contraintes, mais en tout cas la solution, je dis souvent, c'est il faut avoir une plus grande librairie de matériaux, donc il faut découvrir aussi d'autres matériaux. Et là, c'est dommage, ça s'est déplacé, mais il y a plusieurs choses. Il faut explorer et découvrir de nouveaux matériaux, et puis il faut évaluer. Il faut évaluer l'impact de ces matériaux, et il faut savoir est-ce qu'on fait vraiment mieux. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pas si simple, c'est pas qu'une question de performance, on a vu, c'est aussi une question de durabilité, etc. Donc c'est un petit peu ce que je vais dans ce voyage, et puis bien sûr, il faut faire vite, parce que dans 2 ans, il manquera 20 tonnes de platine, puis dans 7, il en manquera 60. Puis c'est pareil pour d'autres matériaux. D'accord? Donc il faut faire vite, il faut explorer, et il faut évaluer. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Et donc les constellations de matériaux qu'on étudie dans mon équipe, et j'en parlerai que d'une seule, c'est les matériaux métastables. Parce que vous savez que pour une composition de matériaux et des conditions de pression et de température, on a un matériau qui est plus stable, puis on en a d'autres qui existent, qui sont non instables, thermodynamiquement parlant, mais
qu'on peut réussir à former, ils ne sont pas les plus stables. C'est le cas du diamant, par exemple, qui est moins stable que le graphite. C'est une phase métastable du graphite. Pourtant, les diamants sont éternels, comme le dirait James Bond. C'est juste, ça prend 4,5 milliards d'années à devenir du graphite. James Bond ne sera plus aussi fringant d'ici là. Donc, météorométastase, je n'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais c'est une voie qu'on explore, parce qu'on peut avoir plusieurs matériaux pour la composition. Les matériaux dits Metal Organic Frameworks, il n'y a pas vraiment de traduction en français, on va dire compréhensible. Là, ça consiste à diluer la partie inorganique métallique des matériaux dans une matrice carbone. Donc c'est un peu un matériau qui a l'interface entre les polymères. Il y a quand même des chaînes, il y a des motifs de répétition, mais à l'intersection des chaînes organiques, vous allez avoir des clusters de un ou quelques atomes métalliques. Et ça a des propriétés assez fantastiques. Déjà, c'est des matériaux qui sont très peu denses, ils peuvent stocker de l'hydrogène. Et dans le domaine qui est bien plutôt de l'optique des matériaux, ils ont des propriétés optiques absolument fascinantes. Donc ça, c'est un matériau aussi qu'on regarde. Mais là, je vous tenais jusque demain matin si on parlait de ces deux familles-là. Donc on va parler aujourd'hui plutôt des alliages de haute entropie. Alors les alliages de haute entropie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un matériau qui va se placer à l'interface, entre les matériaux dits cristallins, donc qui sont ordonnés avec un ordre périodique. En réalité, avec l'apparition des quasi-cristaux, je pourrais dire un matériau qui a un cliché de diffraction discret. En réalité, on va prendre la vieille version, c'est périodique. Et puis les matériaux amorphes qui sont, disons, désordonnés. Les alliages de haute entropie, ça ressemble à ça, dans un schéma atomique simplifié. Vous avez un ordre cristallin, c'est-à-dire vous avez un paramètre de Gray. Vous avez des pics de diffraction qui apparaissent, mais en revanche, à chaque site atomique, vous n'avez aucune idée de quel atome est présent. Vous mélangez 5, 6, 7, 10 atomes, éléments, ça va former un réseau cristallin, et dans ce réseau cristallin, les atomes sont placés de manière aléatoire. Donc vous avez une dualité entre l'ordre et le désordre dans ces méthodes. Alors ça a été beaucoup utilisé dans la mécanique, moi j'en fais pas. En tout cas, nous, dans le domaine de l'optique, ce qui nous a intéressé, c'était que ces matériaux-là, je vais passer ça, ces matériaux-là, en fait, ils ne sont pas décrits dans le cadre existant de l'optique. En tout cas, de l'optique non linéaire. L'optique non linéaire vous dit, il va falloir un centre de symétrie pour avoir un matériau linéaire, et il faut qu'il n'y en ait pas pour avoir un matériau non linéaire. Donc ça, vous prenez une table de cristallo, vous regardez la symétrie, vous voyez X bar, Y bar, Z bar. S'il y a cette symétrie-là, le matériau est linéaire. S'il n'y avait pas, le matériau est non linéaire. Il va être piézoélectrique, il va mettre des ondes harmoniques, il va faire tout ça. Et en réalité, sur un matériau comme ça, c'est la critique, en fait, vous ne pouvez pas répondre à cette question, tout simplement. En fait, le cadre aujourd'hui n'est pas capable de définir les alliages de haute entropie, et donc c'est ça qui nous intéresse. Alors en réalité, ils ont été aussi intéressants, l'intérêt est plutôt venu de la mécanique, parce qu'on avait des couples de matériaux, des couples de propriétés, par exemple en élongation et en limite d'élasticité, qui dépassaient, on va dire, la tendance actuelle, la tendance naturelle. Bon, moins on a de limite d'élasticité, plus on a d'élongation, moins on a de limite d'élasticité. Donc ça, on avait effectivement, mais nous, on s'y intéressait plutôt d'un point de vue de l'optique. Et là, maintenant, on va parler de quelque chose, on va se dire, mais pourquoi les gens qui ont regardé les alliages de haute entropie se sont intéressés à l'intelligence artificielle pour les découvrir, à part, pour la mauvaise raison que c'est à la mode. En fait, la raison, c'est parce que les alliages de haute entropie, si ça consiste à mélanger à minima 5 atomes, 5 éléments, on va dire, dans une même phase, bah, théoriquement, le champ des possibles, le champ à explorer, en fait, il atteint des chiffres astronomiques. Faites simplement un petit combinatoire, 5 par 1075, 6 par 1075, donc on peut utiliser 75 éléments de la table, et puis vous dites, bah, finalement, si vous voulez mélanger 10 éléments, encore une fois ici, de manière équimolaire, vous atteignez le nombre de galaxies dans l'univers. Le nombre de systèmes, c'est le nombre de galaxies dans l'univers. Et si vous dites, bah, dans la métallurgie, c'est classique, on peut changer les compositions d'un élément par rapport à un autre, et ne pas être équimolaire, alors ici, vous atteignez le nombre d'étoiles dans l'univers. Alors après, à distance 27, j'arrive encore à dire que c'est le nombre d'atomes dans le corps humain, puis après, j'avais plus d'imagination.
Donc voilà, c'est des chiffres absolument faramineux. On peut se poser la question de l'intérêt de mélanger 21 éléments, comme ça a été fait ici, dans un seul alliage. Mais cela dit, voilà, le champ des possibles est énorme. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a besoin d'IA, parce que si on veut chercher plus vite dans cet espace-là, l'intelligence artificielle, si c'est bien fait, ira plus vite que nous. Alors, en théorie, normalement, on se dit, pourquoi on va faire de l'IA quand on a un modèle? C'est stupide de faire de l'IA quand on a un modèle théorique qui marche. Un modèle, un calcul sera beaucoup plus efficace, même en termes de temps de calcul, que de l'IA. Alors la théorie simplifiée, on va dire, c'est-à-dire la stabilité d'un matériau, il y a une composante enthalpie qui est liée à l'affinité que peuvent avoir deux atomes entre eux, et puis à l'entropie, on va dire, pour simplifier, le désordre. Alors je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des experts de métallurgie dans la salle, donc je suis désolé de parler de ça, mais on va dire, on avait des règles empiriques qui permettaient de mesurer, on va dire d'estimer l'affinité qu'il y avait entre les atomes, c'était les règles de Hume Rothery, et pour faire simple, c'est qui se ressemble s'assemble. Birds of a feather flock together. Voilà. Donc, j'ai eu du mal, je ne le connaissais pas par cœur. Donc en fait, on dit qu'il faut avoir des atomes qui vont avoir des rayons atomiques similaires, il faut avoir des atomes qui ont des électronégativités similaires, c'est normal, si un atome très gros dans un réseau avec des atomes petits, plus d'histoire de la maille, donc il embête le réseau. C'est pareil que l'électronégativité, je vous en ai un qui vous pique tous vos électrons, ça pose problème. Et puis vous avez ce qui n'a pas réussi à Boltzmann, puisqu'il s'est suicidé, le pauvre, à Trieste, et c'est l'entropie. L'entropie de mélange, l'entropie configurationnelle, pardon, qui va vous dire plus vous avez de combinaisons possibles, plus ça va stabiliser, on va dire, la phase. Alors tout ça c'est très bien, oui, donc on nous dit que de l'uniformité n'est l'ennui. Donc tout ça c'est une théorie qui est relativement simple à exprimer, extrêmement compliquée à mettre en œuvre quand on va vouloir mettre les constantes qui vont derrière, parce que c'est le sujet de longues années de recherche dans le calcul et les paramètres qui vont derrière. Et donc, cette première théorie, l'entropie de configuration, elle est maximale si vous avez des alliages équimolaires, et elle augmente avec le nombre d'éléments. Si vous reprenez la formule de l'entropie de configuration, c'est ce que ça vous donne. Donc, en théorie, si vous êtes sur des alliages de haute entropie équimolaire, et puis vous augmentez le nombre d'éléments, plus vous faites ça, plus vous allez avoir d'alliages de haute entropie possible. Alors le problème, c'est que l'expérience dit que c'est pas vrai. Donc d'une part, l'expérience dit que non, vous n'avez pas forcément un maximum de probabilité d'alliage de haute entropie aux compositions équimolaires. Et puis quand vous augmentez le nombre d'éléments, et ben en fait, vous augmentez la probabilité de former des secondes phases, par exemple des composés intermédiaires. Donc ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'IA, parce qu'il faut aller vite, et donc du coup, il nous faut un petit peu de, entre guillemets, potion magique. Et donc on a utilisé de l'IA. Et donc voilà, ça a lancé, ça a explosé en 2018 après ces deux articles, et ça a permis de voir, effectivement, les règles de Hume Rothery ne marchaient pas forcément bien pour les alliages de haute entropie. Alors quels sont les challenges d'un point de vue de l'IA? Nous, déjà, on travaille avec on ne veut pas entendre parler de Big Data. Big Data, c'est 1 milliard de données. Donc déjà, produire 1 milliard d'alliages, bon, ça va coûter cher. Donc on va parler de Small Data. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer en intelligence artificielle. Parce qu'on a des datas qui coûtent cher. Fabriquer un nouveau matériau, c'est cher. Déjà, le salaire des gens, les manips pour caractériser, le coût du matériau. Donc c'est cher. Il faut traiter avec peu de données. On veut que ce soit explicable. Ça ne nous intéresse pas, nous scientifiques, d'avoir un modèle d'IA qui nous dit bon bah la réponse c'est 12 et je sais pas pourquoi. Donc, et puis, mais par contre on est sympa parce que on n'est pas forcément à chercher le 10e de % de la performance, parce qu'à titre personnel, je dois le confesser, je ne réussis pas 3 manips sur 4. Même un petit peu moins, même beaucoup moins. Donc si vous voulez, un taux de succès, un algorithme d'IA qui me serait explicable et qui me prédirait 75% d'un alliage que je choisirais au hasard, moi j'en serais très très content, j'achète tout de suite. Voilà. Donc les premiers résultats, voilà, magique, 96% d'accuracy, de capacité à prédire des algorithmes d'IA sur des alliages de haute entropie. Alors il me reste 10 minutes, mais c'est fini.
Non, c'est pas fini.